Nouvelle édition sur Africa Today. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. Ouverture ce jeudi d'un atelier national sur le lancement de la phase préparatoire d'élaboration du document de projet sur l'aménagement du bassin de Konkouré. La démarche vise à promouvoir des techniques de résilience pour une gestion durable des ressources en eau de ce fleuve, considéré comme l'un des plus grands en Afrique de l'Ouest. Compte rendu Aïssata Fofana. Le bassin Konkouré, situé entre le massif du Fouta-Djallon et la dorsale guinéenne, revêt d'une importance capitale pour le développement énergétique de la Guinée. Long de 18 692 km², il abrite 7 centrales hydroélectriques avec plus de 1000 MW et dispose de près de 200 000 hectares de plaines et bas-fonds cultivables. Mais aujourd'hui, face aux impacts du changement climatique, le régime hydrologique de ce cours d'eau pourrait fortement être dégradé d'ici à 2100. Et pour les acteurs du programme des Nations Unies pour le développement, l'enjeu est de taille pour la préservation de ce patrimoine national. Selon le plan d'adaptation au changement climatique, le PANA, qui date de 2007, si nous nous basons sur une sensibilité de 2,5 degrés, le débit du fleuve Konkouré pourrait varier de moins 7% environ à moins 40% environ entre 2025 et 2100. Dans ce bassin, plus d'1 million de personnes vivent et à peu près 75% d'entre eux pratiquent l'agriculture itinérante sur brûlés. Et à cela s'ajoute l'exploitation minière et le surpâturage. Donc les modes d'existence de ces populations sont tels qu'ils seront fortement affectés par les effets néfastes du changement climatique. Aménager ce bassin et améliorer les moyens de subsistance des communautés rurales dont la vie dépend du fleuve Konkouré, tels sont les défis auxquels compte s'atteler le ministère de l'Environnement et son partenaire PNUD. D'où la tenue de cet atelier pour l'élaboration d'un document de projet. Dans notre contribution nationale déterminée, présentée à l'occasion de la COP21 de Paris en décembre 2015, notre pays s'est engagé à préserver et restaurer les têtes de source, les berges et le lit des principaux cours d'eau, mettre en place un système de suivi hydroécologique des fleuves. Le projet sur le bassin versant du Konkouré s'inscrit dans ce cadre. À l'issue de cette rencontre, des résultats sont attendus en vue d'élaborer un document de projet qui se focalisera sur 2 axes, à savoir le renforcement de capacités sur la résilience et la sécurité en eau dans le bassin du Konkouré. Depuis quelque temps, le ministère de la Justice, garde des Sceaux, a entamé des réformes dans le secteur judiciaire, des restructurations axées sur l'institution, les vacances judiciaires et la construction du siège de la nouvelle chancelière. Maître Cheikh Sako a également fait cas de la loi anticorruption qui a été adoptée à l'Assemblée nationale afin de lutter contre ce phénomène. Décryptage Oumar Sow. La Guinée jusque-là était en dehors de toute normalité en matière de justice et de démocratie judiciaire. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, quand un magistrat travaille pour toute l'année, c'est normal qu'il ait au moins un mois de repos. Selon Maître Cheikh Sako, c'est l'une des raisons d'ailleurs de l'établissement des vacances judiciaires qui n'impacte en rien le travail de la chaîne pénale. Quand on parle de vacances judiciaires, ça ne veut pas dire que tout est fermé, qu'il n'y a pas de travail. Ça veut dire que tous les gros dossiers civils ou autres sont renvoyés à la rentrée. Ça veut dire que certains magistrats continuent à travailler pour des affaires liées aux questions de détention, aux questions de liberté. Parlant des réformes, d'après le responsable du département de la justice, cela fait plus de 4 ans que le gouvernement est en train de se battre sous fonds propres afin de doter le pays d'une nouvelle chancellerie. Le bâtiment est terminé complètement au niveau construction. On est en train de le meubler, de l'équiper pour pouvoir déménager
courant septembre. D'après le constat, la Guinée fait partie des nations citées en matière de corruption, un fait qui n'honore pas le pays. Pour changer la donne, une loi anti-corruption a été votée par les députés, mais attend encore sa promulgation. Maintenant que la loi est votée, on attend les dernières corrections pour le soumettre au président de la République pour qu'elle soit promulguée. C'est une loi ordinaire. Et bien entendu, les magistrats vont utiliser à bon escient cette loi. Face à la menace terroriste qui plane sur le monde, un projet de loi sur le terrorisme est en train d'être revu par les départements de la justice et la défense. Le projet sera présenté dès la rentrée des ministres en septembre avant de le soumettre au Parlement pour son vote. Début ce jeudi de l'atelier de validation de la stratégie de communication et de visibilité du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité. Objectif, renforcer la communication institutionnelle des forces de défense et de sécurité pour mieux partager avec la population leurs activités. Li Mariam Bailo. Au regard des acquis obtenus pendant 6 ans de réforme du secteur de sécurité en République de Guinée, le processus de mise en place d'un système institutionnel de communication figure en bonne place des 162 recommandations issues du rapport d'évaluation. D'où la tenue de cet atelier de validation de la stratégie de communication et de visibilité du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité. Cette étape constitue, selon les organisateurs, un début de réponse de solution à ce qui avait jusque-là manqué à la réforme du secteur de sécurité. La tenue de cet atelier revêt une importance toute particulière dans la mesure où il s'agit pour nous de combler enfin un vide, mais pas seulement, mais aussi de relever un défi majeur, celui d'un déficit de communication dû, entre autres facteurs, à l'absence d'une cellule et d'une véritable stratégie appropriée en la matière. Grâce à son implication personnelle, à l'engagement du gouvernement, à l'adhésion de l'ensemble des acteurs nationaux, étatiques et non étatiques, ainsi qu'au soutien constant des partenaires étrangers, la réforme du secteur de sécurité fait son chemin en Guinée. Souvent méconnu des citoyens guinéens, cet outil est nécessaire pour faire connaître les activités afin d'améliorer l'image de la police et des forces de défense et de sécurité. L'Union européenne, venue donc en appui à ses partenaires, s'en félicite. L'Union européenne soutient tous les secteurs de la réforme du secteur de la sécurité à travers ses différents programmes. Le PARS dont je viens de parler et le programme d'appui aux douanes et à la justice. Cette stratégie de communication a été initiée, comme l'a dit le chef de mission, par le PNUD il y a quelques années, mais l'épidémie d'Ebola a mis un frein à ces activités, donc maintenant il s'agit de les relancer. Et la stratégie de communication qui va vous être présentée aujourd'hui est l'outil idéal pour relancer ces activités et je m'en réjouis. Je suis aussi très heureux de voir que les chargés de communication des différents ministères sectoriels sont présents ici, car c'est à vous maintenant de nourrir cette stratégie en fournissant des informations sur les avancées et les progrès réalisés dans vos ministères. Un pont va désormais exister entre les points focaux de tous les ministères sectoriels à travers le programme d'appui à la réforme de la sécurité et le comité de pilotage, et ce, afin de créer une synergie d'action pour mieux extérioriser les activités des forces de défense et de sécurité. Les prestations de services de la Société des eaux de Guinée et celles de la téléphonie mobile Orange Guinée étaient entre autres points saillants de la communication de Salamana Diallo ce mercredi 9 août 2017. Dans une déclaration faite par le président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, cette plateforme de la société civile a dénoncé notamment les surfacturations dont se plaignent les citoyens. Les explications de Djanka Sissé et Li Mariam Bailo.
Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, il est impératif que les citoyens soient dotés d'eau potable et de services de communication irréprochables. C'est pourquoi, soucieux du sort des citoyens guinéens, le Conseil national des organisations de la société civile pour le développement de la Guinée, à travers son président, ne passe sous silence la mauvaise qualité des services de la SEG. Le gouvernement et l'Assemblée nationale doivent aider la population à obtenir de l'eau potable à un prix abordable en évitant la surfacturation. 2. La société de Jeux de Guinée doit cesser de facturer les citoyens qui n'ont pas consommé. C'est-à-dire, s'il y a manque d'eau potable, la SEG ne doit pas envoyer de factures aux citoyens pour les périodes non servies. Exemple de la zone de Afia 2, quartier Symphonia Gardé, et dans plusieurs zones et quartiers de la Guinée, pendant la période avril, mai, juin 2017, il n'y avait pas de l'eau potable dans les robinets de la SEG. Mais la SEG a envoyé des factures aux citoyens pour payer ce qui n'est pas consommé, avec une surfacturation. Dans sa déclaration, Salamana Diallo dénonce également la prestation d'Orange Guinée. Cet activiste de la société civile pointe du doigt le comportement, dit-il, malsain qui porte préjudice aux citoyens. Se considérant comme l'un des clients, il compte aller plus loin. Ce qui n'est pas consommé, il ne faut pas qu'Orange facture ça. Ce n'est pas normal. Sinon, ils vont perdre les clients. En tout cas, je suis l'un des clients qui va quitter Orange s'ils n'abandonnent pas le système de facturation. Malgré les efforts des partenaires, notamment le gouvernement japonais, le constat prouve que la desserte en eau potable pour les citoyens de Conakry demeure encore une préoccupation des autorités. Lancement officiel ce mercredi à Kindia de l'essai vaccinal Gamevac Combi par Roussal Guinée contre la maladie à virus Ebola. La cérémonie a réuni les autorités sanitaires du pays, notamment le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS. Le point avec Diao Bachir. Plus d'un millier de volontaires seront vaccinés au cours de ces tests qui seront menés sur le site du Centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux construit par Russal dans la province de Kindia. Pour le représentant de Russal en Guinée, l'action figure parmi de nombreuses autres humanitaires réalisées par la société minière. Это очень высокогуманная акция, которая позволит защитить гвинейцев от поражения заболеванием. Ça, c'est une action hautement humanitaire qui permettra de protéger les Guinéens contre ce virus-là. Le programme de ces tests consiste en une vaccination de bénévoles et un suivi pendant un an de leur santé et du développement de leur immunité. Et l'OMS, au dire de son représentant dans cette cérémonie, continuera à accompagner ce programme de recherche. L'OMS continuera pour promouvoir la recherche et à fournir l'appui technique afin que les résultats de recherche répondent aux préoccupations des populations en termes d'iniquité, de qualité, d'accessibilité pour la préservation de la sécurité sanitaire. Le succès des résultats de ces tests permettra l'utilisation, selon les techniciens, d'un médicament russe pour la prévention contre Ebola à travers le monde. Pour ce faire, le coordonnateur du comité national de suivi de cet essai vaccinal appelle donc à une synergie d'action de chacun et de tous. J'invite donc toutes les autorités, à quelque niveau que ce soit, à pouvoir apporter leur contribution pour le plein succès de cette implémentation. Je suis déjà persuadé que la ville de Kindia, qui est déjà spécialisée à abriter nos événements historiques, comme l'a dit le chargé d'affaires, saura apporter les contributions et tout le soutien nécessaire pour que cet essai puisse récolter le succès qu'on attend de lui. Le médicament a été développé sur ordre du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qui avait été sollicité fin 2014 par professeur Alpha Condé. Il faut dire que parmi les citoyens qui ont accepté de recevoir ces vaccins contre Ebola figurent un étudiant et un infirmier. Je vous propose de les écouter sur les raisons de leur volontariat au micro de Diao Bachir. Ce qui m'a motivé de prendre ce vaccin, c'est parce que Ebola a fait énormément de victimes dans notre pays. Donc j'invite à tout le monde de prendre ce vaccin afin que nous puissions
combattre Ebola. Normalement, même si tu es en bonne santé, d'abord tu dois connaître ton bilan, parce que ici, dans ce centre, nous sommes là, nous allons faire d'abord la première chose, nous allons faire le bilan. Ils feront d'abord le bilan sera gratuit. Pourvoyeur d'emploi, le secteur informel de la fabrication des métaux emploie près d'un millier de personnes en Ouganda, un pays dont le taux de chômage est estimé à plus de 50%. Cette activité génératrice de revenus se positionne comme un levier dans la lutte contre le chômage. Suivez. En Ouganda, le secteur informel de la transformation des métaux est très dynamique et pourvoyeur d'emplois. C'est à Katoué, une banlieue située à la périphérie de Kampala, la capitale, que ce secteur prospère surtout avec la présence d'une multitude de micro-industries. Ces employés qui sont dans la fabrication de casseroles, de marmites, de moulins à grains, de pompes à eau et de transformateurs de soudage à partir de tôles en métal et en fer et gagnent jusqu'à environ $300 par mois. Les machines que nous fabriquons fonctionnent aussi bien que celles qui sont importées. Si vous vérifiez la plupart des fabricants dans le pays, ils utilisent des machines fabriquées par nous à Katoué. Je souhaite lancer un appel afin que tout le monde vienne acheter nos machines parce qu'elles sont fiables. Les machines qui sont importées ne sont pas toujours adaptées à nos réalités. Lorsque vous regardez notre maïs, il est trop dur. Il n'est pas doux comme celui des Chinois. Leurs machines ne peuvent donc pas vraiment fonctionner ici. Nous faisons confiance à nos produits et en plus, nous pouvons intervenir même après la vente. À Katoué, ce sont plus d'un millier d'employés qui travaillent chaque jour à manier le fer. Moussa Boudi, une micro-entreprise lancée en 1999, en compte une quarantaine. La majorité des 15 000 soudeurs de Kampala, la capitale, ont tous appris leur métier ici, à Katoué. J'ai beaucoup appris ici. Nous concevons diverses machines. Je peux souder, mesurer, couper, utiliser des machines lourdes. J'ai donc appris à concevoir et fabriquer les petites machines. C'est dans les années 1990 que cette activité porteuse s'est développée pour devenir aujourd'hui le fer de lance de l'économie de la ville. L'Ouganda, dont le taux de chômage est estimé à 58% de la population, compte plus d'1,5 million de personnes travaillant dans la transformation des métaux, selon le Bureau des statistiques. Des entreprises comme Moussa Boudi ont eu l'idée de créer un campus qui forme les jeunes Ougandais dans l'optique de lutter contre le chômage. Dans le reste de l'actualité, l'enquête progresse. En France, on en sait un peu plus sur l'homme qui a foncé hier avec sa voiture sur un groupe de militaires à Levallois, en banlieue parisienne. Le suspect interpellé serait un Algérien de 36 ans, inconnu des services de renseignement. Regardez. Voici le visage de l'homme arrêté hier au volant de la BMW noire, celle qui a foncé sur les militaires à Levallois-Perret. Il s'appelle Amou Ben Latrèche, un Algérien de 36 ans. Son casier judiciaire est vierge. Il n'est pas connu des services antiterroristes. Selon sa famille, il travaillait comme chauffeur privé. Son oncle se dit très surpris. C'était un gars gentil, bien, il travaillait, tout. Et tout d'un coup, ça dit ça. Voilà. C'est quelqu'un de pratiquant C'est quelqu'un de pratiquant dans la religion oui, il faisait la prière comme tout. Mais il n'était pas fondamentaliste ou quoi, comme on dit là, extrémiste ou... Non. Et puis, je ne l'ai jamais vu en barbe, moi. Je sais pas. Il n'avait pas de barbe quand il venait chez nous. Et tout d'un coup, cette barbe, j'ai été étonné. À son domicile, à Beson, les policiers ont longuement perquisitionné à la recherche du moindre indice. Hier matin, à Levallois, après avoir percuté les militaires, la BMW prend la fuite. C'est un policier stagiaire qui la repère en premier, au nord de Paris, vers Franconville. Il nous raconte la scène par téléphone. Je vais pour m'insérer sur l'autoroute et je remarque un véhicule dans mon rétroviseur qui arrive à vive allure. Il se rabat devant moi assez violemment. Je me dis, ça se trouve qu'il est en train de faire un délit de fuite suite à son accident. Bon, donc je prends la marque du véhicule et l'immatriculation du véhicule. Donc j'arrive à mon service. Donc à ce moment-là, je fais immédiatement la corrélation. Dès lors, les policiers identifient la voiture. C'est un véhicule de location doté d'une balise GPS. Ils la localisent. Elle roule vers le nord. Il faut maintenant l'arrêter. Ce sera fait. Sur l'autoroute A16, les brigades d'intervention de Lille et de Rouen l'encerclent à plusieurs voitures.
L'homme refuse de s'arrêter. Les policiers tirent à plusieurs reprises. Blessé lors de l'arrestation, l'homme est transféré à l'hôpital de Lille dans cet hélicoptère du SAMU. L'armée canadienne appelée à la rescousse pour faire face à l'afflux de migrants. Un camp d'urgence destiné à accueillir les demandeurs d'asile à majorité haïtiens a été installé le long de la frontière avec les États-Unis. Suivez. Ce sont les grands moyens qui sont déployés à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Si l'armée est appelée en renfort des services frontaliers, ce n'est pas pour stopper les migrants. Nous, la demande d'aide qui nous a été acheminée, c'est de mettre sur pied un camp temporaire. Une fois cette tâche terminée, la plupart de nos membres vont retourner dans leur base d'appartenance. 500 tentes installées en quelques heures pour venir désengorger le dispositif existant, car depuis le mois de juillet, l'afflux des migrants venus des États-Unis a fortement augmenté. 400 par jour, plus ou moins, parce que les chiffres bougent à chaque jour. Donc, une moyenne de 400, on est capable d'en envoyer par autobus à environ 200, 225. Donc, à chaque jour, ce chiffre ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire de gens qui demeurent à la douane de la Colle. En cause, la fin du statut de protection temporaire des 60 000 Haïtiens présents sur le sol américain. Il leur avait été accordé après le séisme de 2010 et se termine à la fin de l'année. Certains choisissent donc de passer au nord. De la frontière, ils sont envoyés vers Montréal. 2581 demandeurs d'asile sont pris en charge par le gouvernement québécois. Si l'afflux est plus important qu'à l'accoutumée, le maire de Montréal préfère relativiser. On ne doit pas parler de crise, on doit parler de situation. Si on met les choses en perspective, vous avez eu 500 000 ressortissants syriens qui sont arrivés en Allemagne. 875 Haïtiens sont hébergés temporairement dans le stade olympique, mais leur situation devra être régularisée avant le 16 septembre. Ils pourront compter sur la solidarité des 100 000 Haïtiens présents dans la belle province. Au moins 20 morts et plus de 430 blessés. Le bilan s'est alourdi en Chine, frappé mardi par un violent séisme dans la province de Sichuan. Près de 60 000 personnes, à majorité des touristes, ont été évacuées. Regardez. Comme une petite ville montée de toutes pièces, près de Jiuzhaigou, dans la province de Sichuan, des centaines de survivants du séisme rassemblés, puis évacués. Beaucoup sont des touristes. Le gouvernement de Jiuzhaigou fait tout ce qu'il peut pour ramener ces touristes chez eux. La plupart ont été évacués, seule une petite partie, moins de 2000 d'entre eux, sont restés là-bas. Au total, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont été évacuées. Mais d'autres sont restés, par exemple, dans ce village où beaucoup ont choisi de dormir dehors par peur que les maisons s'effondrent. Maintenant, on attend. On attend que les répliques s'arrêtent et que ce soit sûr de rentrer à la maison. Touché lui aussi, le secteur du tourisme, le parc naturel de Jiuzhaigou, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été défiguré par le séisme. Un peu partout, des voitures renversées, des routes quasi impraticables et des paysages ravagés. Dans la région, les soldats et les secouristes tentent d'avancer dans cette zone difficile d'accès et devenue dangereuse, à la recherche toujours de rescapés. Retrouver et déjà reconstruire dans cette province du Sichuan encore marquée par le terrible séisme de 2008 qui avait fait à l'époque 87 000 morts et disparus. Et c'est la fin de ce journal. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles d'Africa Today. Excellente suite de programme en notre compagnie. Au revoir.